encore 2-3 personnes qui ne devraient pas tarder, je pense, dont des personnes du Club de cinéma et sciences sociales, le CCS. Donc ce soir, c'est une projection qui vous est proposée par le CCS, le Club de cinéma et sciences sociales de la FLSH, et Table Ronde, qui est l'association de filière des historiens de la FLSH. Normalement, on a Logos aussi, qui est l'association de filière des sociologues, mais malheureusement, ils ne peuvent pas être là maintenant. Donc voilà. Alors ce soir, on vous propose un film qui s'intitule Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage. Ce n'est pas un film sur Victor Schœlcher lui-même. Ça parle un petit peu de Victor Schœlcher, de sa vie avant et après, mais très rapidement. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le débat qu'il a initié donc en pleine Révolution de Juillet et qui a déterminé l'abolition de l'esclavage en France et donc essentiellement dans les colonies, puisqu'il s'agissait de défendre ou non les intérêts des colons qui étaient donc les esclavagistes de l'époque. Victor Schœlcher, lui, tout de même, il faut savoir qu'il est issu de la haute bourgeoisie porcelainière et il découvre l'esclavage à Cuba lors d'un voyage qui a été initié par son père, qui était à la base un voyage de travail. Dans les années 30, il revend la manufacture familiale, la manufacture porcelainière familiale, pour se lancer dans un combat pour l'abolition de l'esclavage en France. Et il cherche tout d'abord à négocier avec les planteurs, puis milite pour une abolition immédiate. En 1848, il est nommé sous-secrétaire d'État aux colonies lors de la Deuxième République, donc en pleine Révolution de Juillet. Et c'est alors qu'il va présider la commission d'abolition le 27, qui va donner le 27 juillet, si je me souviens bien, la décision définitive d'abolir l'esclavage dans les colonies et donc en France. L'histoire commence à reconnaître d'autres instigateurs de l'abolition, comme Auguste Lacaussade et Périnon, qui étaient aujourd'hui être métis, c'est pas une question qui se pose, mais dans le contexte, c'est une question importante, et ils étaient libres, métis, libres, et sont devenus gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc voilà, je vais lancer le film et nous saurons à la fin, après le film, donc M. Cousseau s'excuse de son retard, il va pas pouvoir être là tout de suite, mais il nous rejoint avant la fin du film pour répondre à vos questions. Voilà. C'est un film de 1998, j'ai oublié de vous préciser, de Paul Vecchiali, qui était écrivain et producteur indépendant. Voilà, donc c'était Victor Schœlcher, l'abolition de l'esclavage. Donc, comme vous avez vu, c'était plus un film sur une décision collective que sur Victor Schœlcher lui-même, même si c'est un personnage omniprésent et qu'on ne peut rien lui enlever au fait qu'il a dédié donc plus de 30 ans de sa vie à mettre en place ce débat. Je vais vous présenter M. Cousseau, à qui je vais tendre un micro, et à qui vous allez pouvoir poser des questions. Donc, M. Cousseau est professeur à l'université à la FLSH. Bonsoir, M. Cousseau. Bonsoir à tous. Et donc, M. Cousseau est, sans vouloir le charger trop, spécialiste de la question des îles et de la décolonisation. C'est ça, mon champ d'étude, c'est effectivement l'histoire de la colonisation française, dans la Caraïbe en particulier, Martinique, Guadeloupe, donc dans les sociétés esclavagistes. Alors, 17e, 18e siècle et jusqu'à 1848-1850, justement. D'accord. Alors, j'espère que vous avez apprécié le film. Alors, est-ce que déjà des gens n'ont pas apprécié ? Bon, a priori, tout le monde est d'accord. Est-ce que vous auriez des questions ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué pendant ce film ? Quelqu'un veut prendre la parole, peut-être ?
Lynn, toi qui es originaire de La Réunion. En fait, Alexandre et moi, on fait partie de la même association, donc c'est pour ça qu'il se permet de me passer le micro aussi. Oui, donc j'ai grandi à l'île de la Réunion. Je suis doctorante en 2e année à l'université de Limoges et je travaille sur un personnage historique, un certain Thomas Paine, qui est le premier blanc à appeler à la réparation pour les esclaves et non pour les propriétaires d'esclaves. Parce qu'à l'île de la Réunion, comme dans les îles des Antilles et puis en Guyane, au moment de l'abolition de l'esclavage, on a décidé de dédommager les colons et pas les esclaves. Et c'était pareil aux États-Unis. Donc ça crée de grosses inégalités, toujours aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'a fait réagir. J'ai une petite anecdote juste à dire et après je vous repasserai la parole, professeur. Il y a 2 jours, j'ai eu au téléphone un de mes amis de l'île de la Réunion qui travaille pour une grande agence française à l'étranger et je ne la nommerai pas. Donc il est très typé et il est très brillant. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami. Et à un moment donné, l'esclavage n'existe plus. Mais ce sentiment il y a eu une phrase, un moment, qui m'a glacée et m'a fait penser à cette anecdote. Parce que ça existe toujours. Il y a toujours comme un plafond de verre moi, je fais l'expérience encore à mon niveau. J'ai encore besoin de prouver que mon cerveau n'est pas noir, quoi. Et ma cervelle n'est pas noire. Et cet ami-là a reçu de plein fouet, on l'a remis à sa place. Donc c'est toujours là, on n'est pas fouetté, mais il y a toujours quelque chose, et on ne peut pas le prouver malheureusement. Donc ça, c'est l'émotion qui parle, mais voilà, il faut toujours rester vigilant. Oui, alors la question que vous posez, en fait, c'est aussi celle de la mémoire de l'esclavage et en fait de la représentation qu'on a de toute cette histoire de génération en génération. Et effectivement, c'est une histoire vivante, on peut dire, une histoire qui, d'une certaine façon, a laissé des traces et qui aujourd'hui se manifeste de différentes façons. Et l'une des conséquences, évidemment, majeures de l'esclavagisme colonial, c'est la racialisation des rapports sociaux, potentiellement, et donc une forme de hiérarchisation raciale et donc de racisme qui peut découler de cela. Alors maintenant, si on revient vraiment à 1848, qui est le sujet, parce qu'il y a quand même 1 siècle et demi, c'est très long, qui s'est déroulé, c'est des générations et des générations, et donc les représentations qu'on a de cette période-là sont évidemment quand même peut-être assez lointaines de celles de notre quotidien d'aujourd'hui, et c'est parfois assez difficile de savoir finalement, de retrouver ce que les acteurs vivaient vraiment. C'est tout le rôle de l'historien. Que vivaient les acteurs, comment ils leur ressentaient. Alors là, on a peut-être un écho dans ce téléfilm, ça qui est intéressant, de débats qui ont été très longs en fait. Vous parlez de Thomas Paine, en fait c'est fin XVIIIe siècle, il a été un des députés de la Révolution française, et c'était un Anglais, donc c'est pas facile d'être député français de la République à ce moment-là, donc ça nécessitait un courage important, effectivement, donc c'est une grande figure comme Victor Schœlcher, parce que la première abolition, elle a eu lieu en 1793-1794, et c'est vrai que cette seconde abolition, parce qu'elle a été définitive, elle est souvent mise en avant, mais la première abolition générale et universelle de l'esclavage au monde colonial, c'est 1793, et donc la République française, jacobine, on dit parfois du mal des jacobins pour différentes raisons, des bonnes et des mauvaises d'ailleurs, mais là, ça a été vraiment un choc immense. Donc la France a été très en avance de ce point de vue dans l'abolition de l'esclavage, et puis ensuite, avec la restauration de l'ordre colonial ancien, qui est aussi une restauration de l'ancien régime en France, en partie, avec la Restauration, avec l'Empire, on y a un retour en arrière et un rétablissement de l'esclavage, comme chacun le sait, qui dure jusqu'en 1848.
Donc là, on est dans une phase très intermédiaire, finalement, entre 1794 et 1848. C'est le deuxième esclavage où l'on sait que, tout le monde sait, que l'esclavage va cesser. On ne sait pas quand. Et ça dure. On sait que c'est un système qui est périmé. Et moi, j'ai été très intéressé dans le téléfilm par le personnage de Pécou. Très intéressant, Pécou, finalement. Parce qu'on voit que... Alors, Pécou, qui est un propriétaire d'esclaves, en Martinique, à Saint-Pierre, mais qui a un discours qui est assez ambivalent, assez malin, en fait, qui est le discours des esclavagistes, alors avancés, en quelque sorte, qui cherchent à retarder, par différents subterfuges, ils cherchent à retarder l'abolition de l'esclavage. Ils ne disent pas que l'esclavage est un bon principe, ils sont prêts à dire que c'est quelque chose qui devra être aboli, mais ils le repoussent sans cesse, en fait. C'est-à-dire que là, on est dans une idéologie assez bourgeoise, finalement, bourgeoise conservatrice, qui est de dire que la liberté, ce n'est pas forcément un droit naturel. La liberté peut être accordée quand les gens sont prêts, parce qu'il peut y avoir des abus de liberté. Donc il faut attendre que les Noirs des colonies soient éduqués, soient éclairés, pour pouvoir bénéficier de la liberté. Et ça, c'est un discours conservateur qu'on a en France vis-à-vis des ouvriers et des paysans aussi. C'est-à-dire que finalement, le suffrage universel, il ne faut pas le leur accorder parce qu'ils n'en feront pas un bon usage. Donc on ne peut pas bien voter, bien décider lorsqu'on ne sait pas lire, lorsqu'on n'a pas l'intelligence et l'éducation nécessaires. Donc ça, c'est un discours qui est assez efficace, en fait, et qui va permettre, du point de vue des esclavagistes, et qui va permettre de retarder l'abolition de l'esclavage pendant environ encore une vingtaine d'années. Voilà. Bon, j'arrête là pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des réactions sur ce que je viens de dire, ou d'autres réactions sur le film, j'espère. Donc là, c'est vrai qu'on parle en termes de classe sociale, en fait, je crois. Et en fait, on a des réminiscences de ça aujourd'hui, avec peut-être une majorité de planteurs contemporains qui sont du coup blancs, et une difficulté, je ne sais pas si c'est ça ce que tu voulais dire en fait, Lynn, aux personnes de couleur noire d'accéder à ces positions dominantes, des catégories sociales en fait, économiquement situées. Oui, le représentant de la Réunion, donc l'avocat qui prend la parole pour défendre tous les colons, je trouve qu'il explique bien en fait ces sociétés parce que dès le départ à la Réunion, c'est une île qui est peuplée très tardivement par des 16, si mes souvenirs sont bons, 14 ou 16 femmes malgaches et 8 bretons ou normands qui font le bagne, quoi. Donc dès le départ, on est très mélangés. Et puis arrivent des paysans de la métropole. On leur promet de la terre, de la cime, des montagnes jusqu'au rivage, jusqu'à la mer, moins les 100 mètres dus au roi. Et en fait, on a toujours ces personnes, ces descendants de paysans qui se sont ensuite enrichis, qui possèdent encore des pans entiers de terre à l'île de la Réunion. Et donc, il expliquait que il y a des paysans qui ont réussi, d'autres moins. Tout ce métissage, des esclaves affranchis. Enfin, ça fait une société vraiment très... oui, comme il disait, sensible et violente. Et puis, on a aussi l'école de la République est passée par là. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire de grandes et belles études comme tous mes amis à La Réunion. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, la classe sociale, il y a une couche supplémentaire qui arrive et on nous remet doucement à notre place. Et ça, je le vois, ça se voit partout. Je veux dire, à l'université, à l'agence où travaille mon ami,
très subtilement, ça reste encore dans... Vous parliez de mémoire, ça reste encore dans les... ça doit être inconscient. C'est très dur de décoloniser nos esprits. Enfin, même nous, même moi, j'ai intégré des choses, toutes mes représentations, quand j'étais petite, la noire était forcément bête, stupide, grosse, laide, et on ne peut pas, en tant qu'enfant, se construire vraiment bien comme ça. Donc, il y a quelques jours, il y a eu un hommage à Eusanne Falsi, la réalisatrice qui a eu un Oscar d'honneur, qui a adapté Rue Cazenègre. Et pareil, c'était compliqué pour elle, quoi. Donc c'est toujours le cas. Et quand je vois ce film, pour moi, qui est très d'actualité, parce que vu ce qu'on vit aujourd'hui en France, moi, j'aime mon pays, je le défends, parce que je trouve qu'on a appris énormément de choses en grandissant dans cette école de la République. Mais au bout d'un moment, quand on n'est pas reconnu comme enfant de la République, vraiment, il y a de la dissonance, en fait. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé un siècle et demi, mais en fait, je vois pas parfois, je vois pas une réelle évolution. Et c'est ce qu'elle disait, cette réalisatrice, allez là où on vous accueillera le mieux. Et en Angleterre, par exemple, moi, pour y avoir vécu, en France, je suis une femme noire, en Angleterre, je suis Lynn. Tout de suite, en France, on me ramène à ma couleur de peau. Oui, alors c'est le problème, effectivement, vous évoquez un problème plus général, qui est celui de la racialisation, c'est-à-dire de ramener une personne, quelle qu'elle soit, à une identité généalogique, en fait, qui soit marquée définitivement et à jamais, et qui condenserait l'identité de la personne. Et ça, c'est effectivement le propre des sociétés coloniales esclavagistes de l'époque, puisque la condition de la personne dépend de sa naissance, en fait. C'est un statut lié à la naissance et lié, en vertu du Code noir, c'est-à-dire de l'édit de mars 1685, qui est lié à la descendance. Donc il y a une généalogisation, en fait, de l'exploitation. Et donc une assignation, en quelque sorte, progressive de la couleur à un statut. Alors, pour autant, et il y est fait allusion dans le film, ça c'est assez intéressant, il ne faut pas oublier qu'en droit colonial, le statut servile n'est pas associé à la couleur. Ça, c'est très important. C'est-à-dire quand on reprend l'édit de mars 1685, c'est-à-dire faussement appelé Code noir, on voit qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'une personne est noire ou métissée qu'elle est nécessairement esclave. Et dans les sociétés coloniales qui sont très métissées, justement, alors la Réunion en particulier, très, très métissée, mais aussi de la Martinique ou à l'époque de Saint-Domingue devenue Haïti, il y a quand même un certain nombre de ce qu'on appelle des libres de couleur, qui étaient des gens qui étaient de statut libre tout en étant métissés. Et qui, de ce point de vue, avaient... Alors, en droit, attention, parce qu'il faut différencier le droit, et vous l'avez fait tout à l'heure, même jusqu'à l'époque contemporaine, des pratiques sociales, des choses différentes, mais en droit, avaient les mêmes capacités juridiques que les Blancs. Et quand Schœlcher parle, ici en 1848, il n'y a plus de discrimination raciale juridique. C'est-à-dire qu'on distingue des libres et des esclaves. Là, il y a discrimination, mais la discrimination, elle n'est pas liée à la couleur. Elle n'est plus liée à la couleur. Elle l'a été pendant longtemps, mais elle ne l'est plus à ce moment-là. Et c'est ce qui explique un peu, d'ailleurs, la trajectoire assez intéressante d'Alexandre Dumas, puisque Alexandre Dumas était lui-même fils de planteur. Fils de planteur, et donc fils d'esclavagiste, très clairement, ayant lui-même bénéficié des avantages sociaux, économiques et symboliques que lui conférait ce statut. Arrivé en 1848, pour l'île que je connais le mieux, qui est la Martinique, il faut quand même bien imaginer que pratiquement la moitié de la population est libre à ce moment-là. Donc on n'est plus du tout dans la même configuration qu'au XVIIIe siècle, où il y avait 90% d'esclaves et 10% à peu près de libres. Là, cette fois, c'est pratiquement la moitié, parce qu'en fait, les affranchissements ont été très nombreux,
et qu'en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, en fait, la majorité de la population libre, à ce moment-là, est une population métisse, et parfois même noire, qui, dans certains cas, certes exceptionnels, peut même posséder des esclaves, ce qui semble très paradoxal. Hein. Voilà. Donc, il y a un processus l'esclavage colonial produit un processus de racialisation, mais qui tend à s'affaiblir en fin de période, et qui existe toujours, hein, puisque la majorité des esclaves sont possédés par ces grands planteurs blancs. Et donc il y a une dissociation en fait entre la façon dont ces sociétés fonctionnent et la façon dont on se la représente aussi en métropole. Parce qu'en métropole, en fait, on connaît mal les colonies. On connaît mal ces espaces coloniaux. Qui connaît-on ? On connaît ces grands planteurs, très riches, munificents, qui viennent dépenser en fait le produit de leur exploitation en métropole. Mais cela, il ne représente qu'une toute petite partie en fait des propriétaires. Parce que la grande majorité des propriétaires, ils vivent dans les colonies, alors parfois bien, parfois très bien, mais assez souvent avec les petits blancs dont on a parlé, de façon très modeste, et parfois même sans avoir d'esclaves. Ah d'accord, excusez-moi, je ne savais même pas que j'étais enregistré, alors... Bon, voilà, donc je ne retire rien de ce que j'ai dit, mais voilà, c'est vrai que c'est important, parce que les échanges aussi dans une salle, ils sont aussi visuels, etc. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Voilà, mais je laisse la parole à l'auditoire maintenant. Bonsoir. Ouais. Désolé, je n'ai pas l'habitude. Juste pour corroborer, donc en deux parties, juste pour corroborer les dires de Madame, je pense qu'il y a une chose qui est encore ancrée dans notre société sur ce point-là. Mon meilleur ami, moi, est d'origine algérienne et il est soldat français, donc il se bat pour les valeurs de la République, etc. Enfin, voilà. Et un jour, en discutant, il me dit « Mais tu te rends pas compte que tu as une vie, tu te rends pas compte en tant que blanc qu'il y a une différence que les gens se retournent dans la rue, sur moi ou autre, alors qu'ils défendent des valeurs de celles de la République, mais que tu te rends pas compte, toi, en tant que blanc dans un pays de blancs, ce que ça fait d'être différent, et que justement, ça a bien été dit dans le film, que l'ignorance est le terreau de la différence, alors que la différence est censée être une force, mais qu'on vit dans un monde où on ne se rend pas forcément compte, mais il y a vraiment des différences. Et la deuxième question que j'avais, c'était pour M. Cousseau, du coup, par rapport aux indemnités sur les colons et les esclaves, c'était pas censé être prévu au départ dans le texte de Victor Schoelcher d'avoir des indemnités pour tout le monde, parce qu'économiquement, évidemment, le modèle économique des colonies, après cette deuxième abolition, allait probablement s'écrouler. Et quelles ont été les indemnités ? Est-ce que c'était prévu ou non ? Est-ce que ça a été fait ou non ? Voilà. Oui, c'est une question très actuelle, qui est beaucoup discutée depuis quelques années. Alors avec des réponses qui ont été assez différentes. C'est vrai que pour l'abolition de 1793-1794, c'était une abolition immédiate sans absolument aucune indemnité. Donc là, il y a eu quelque chose d'assez radical parce qu'il y avait un effacement volontaire et une volonté de repartir entièrement à zéro sans endosser le passif de la monarchie absolue. En 1848, c'est un peu différent, puisque on a, vous voyez, des hommes d'État là qui sont certes favorables à un changement, mais qui ne veulent pas repartir de zéro. Ils ne veulent pas reconstruire une république comme en l'an 1 de la République, si vous voulez. Donc, ils aménagent la législation qui existe. Et un des principes fondamentaux, c'est de dire l'État garantissait des propriétés. C'était des propriétés, puisque c'était des biens meubles, les esclaves, qui pouvaient être vendus. Et donc, comme il reconnaît le droit de propriété, parce que ça reste, c'est pas une république socialiste, c'est une république libérale. Il reconnaît ce droit de propriété, et donc, en quelque sorte, il faut dédommager les propriétaires, quels qu'ils soient. C'est ça la logique derrière. C'est une logique économique. Et ce n'est pas une logique morale. Ce qui ne veut pas dire que c'est moral du tout. Mais ça explique un petit peu la logique dans laquelle ces penseurs-là étaient.
et notamment Victor Schœlcher lui-même. Alors maintenant, sur cette question du versement de l'indemnité, en fait, ça a été une promesse non tenue dans la pratique. Parce que, d'abord, le dédommagement prévu ne constituait vraiment une petite fraction de la valeur présumée de cette main-d'œuvre. De mémoire, ça doit être à peu près 10%. C'était payable en plusieurs termes qui n'ont pas véritablement été payés, ce qui fait qu'au total, dans les évaluations, on a de l'ordre de, je crois à peu près, de 5% des sommes promises, et surtout des sommes que représentait la valeur marchande, vénale de ces esclaves, qui a été véritablement versée. Finalement, ce que les propriétaires ont attendu, ce n'était pas ça qui les intéressait vraiment, c'était plutôt le redémarrage de la machine économique. Et ce redémarrage de la machine économique, il s'est fait avec Napoléon III, avec un système de travail forcé. D'une part, c'est-à-dire un système de travail contraint qui assignait les ex-esclaves pratiquement aux habitations, donc ils devaient continuer à travailler pour des salaires très faibles, tout en étant théoriquement libres. Et puis d'autre part, avec un autre stratagème, alors là beaucoup plus, on pourrait dire, vicieux, qui a été l'engagement qui a consisté à importer des travailleurs libres, en principe, d'Afrique, mais c'était quand même très mal vu parce que ça ressemblait vraiment à nouveau à un esclavage déguisé, et surtout d'Inde. Et il y a énormément d'Indiens qui sont arrivés, d'Indiens d'Inde, pays rien à voir avec les Indiens d'Amérique, vraiment d'Inde, d'Asie, qui sont arrivés, alors pour des raisons géographiques assez faciles à comprendre à La Réunion, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe, où ils ont constitué une caste de travailleurs libres, enfin une classe même plutôt de travailleurs libres, qui devaient rester quelques années, puis en réalité, les conditions matérielles étant dégradées, ils n'ont jamais pu retourner véritablement chez eux. Donc ça a été ça l'enjeu, surtout pour les colons. Parce que finalement, l'indemnité perçue, elle a été faible. Par contre, le soutien ultérieur d'un régime autoritaire avec Napoléon III, là, a permis quand même un redémarrage de la machine économique. Bon, alors il faut dire aussi que la situation économique y est fait allusion quelquefois avec la betterave, la question de la betterave, qui est effectivement une innovation technique qui fait que le sucre européen, de culture européenne, par la betterave, est en train de devenir plus compétitif. Et la bascule, elle se fait dans les années 1820 à peu près, 1820-1830, où finalement le sucre produit en Europe ou importé de Cuba, l'autre grande colonie esclavagiste, devient moins cher que le sucre cultivé en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion. Et là, c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, normalement, une économie esclavagiste où les gens ne font que de travailler du soir au matin dans des conditions effroyables, ça devrait être rentable. Eh bien non, ça ne l'était plus. Et effectivement, il n'y avait plus vraiment d'intérêt économique à maintenir l'esclavage. Et la meilleure preuve de tout ça, c'est l'abolition de 1833 en Angleterre. Les Anglais ont compté très vite ce que rapportait le travailleur libre et le travailleur esclave, et finalement, ils se sont aperçus très vite que ça n'était pas rentable. Donc la rentabilité du travail servile, elle a d'ailleurs été dénoncée dès le XVIIIe siècle avec un penseur que tout le monde connaît à peu près, c'est Adam Smith, qui dès le XVIIIe siècle disait mais le travail libre c'est beaucoup plus rentable et l'esclavage est économiquement condamné à terme. Et c'est vrai. Donc là il y a une conjonction un peu. C'est pour ça il est très intéressant ce téléfilm. Mais il met en avant beaucoup de considérations philosophiques, morales, qui sont réelles, c'est important, mais il y a aussi des considérations économiques derrière, incontestables. C'est l'économie qui a fondé l'esclavage colonial et son utilité, et c'est l'économie qui a au moins en partie, dans des proportions qui sont très discutées par l'historiographie, qui a contribué à sa disparition.
c'est pas directement là-dessus, mais je voudrais faire remarquer quelque chose qui était dans le film et qui, à mon avis, n'est pas innocent. Ils apprennent que Cavaignac va être fidèle à la République et que donc tout va bien en Algérie. C'est ça, c'est qu'on parle de l'abolition de l'esclavage, mais ce n'est pas l'abolition de la colonisation. Et on fait comme si... Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, vous comprenez? C'est qu'on arrête l'esclavage, mais on n'arrête surtout pas la colonisation. Je veux dire, le problème reste entier, qu'en Algérie, il va y avoir des colons blancs et puis des arabo-berbères qui ne seront pas des citoyens. Même pas des citoyens de seconde zone, ils ne seront pas citoyens. Et en Afrique noire, en Afrique, l'AOF française, tout cet immense continent africain qui, pour une bonne partie, est sous domination française, ça continue. Je veux dire, ça ne suffit pas de dire on abolit l'esclavage. Et à mon avis, si il y a ça, c'est pour montrer que tous ces gens qui sont contre l'abolition, ils sont surtout pas contre la colonisation. Surtout pas. Au contraire, ils sont tout contents. Lamartine dit ouf, enfin une bonne nouvelle. Tout le monde est content. Je crois qu'il faut vraiment voir ça. Ça m'a intéressé, moi, de voir tous ces gens, ces humanistes. Oui, mais quand même, attention, la colonisation. Et on sait bien que même jusqu'aux socialistes et tout ça, à la fin du 19e siècle, il y avait très peu de gens qui étaient contre la colonisation. Très peu. Oui, merci. Effectivement, c'est très intéressant cette question d'Algérie, parce qu'on est dans une phase vraiment de basculement entre la fin de l'ancien premier empire colonial et le début du deuxième empire colonial qui va prospérer, comme vous l'avez rappelé, sous la Troisième République. Alors, une des interprétations que moi je ferais de Cavaignac, d'abord Cavaignac, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle terrible par la suite. C'est un peu paradoxal que des révolutionnaires fassent son éloge. Rétrospectivement, on se dit, mais là, vraiment, il s'était un peu trompé de personne. Parce que Cavaignac, il va réprimer le mouvement révolutionnaire de façon sanglante par la suite. Mais en fait, ce qui les soulage ici, c'est que l'armée ne va pas renverser la révolution de 1848. Parce que le danger, c'est celui quand même du coup d'État militaire. Est-ce que l'armée va laisser ces bourgeois libéraux, et il y a même quand même des ouvriers, il y a un ouvrier quand même dans le gouvernement, ça n'est jamais arrivé ça. Est-ce que l'armée va laisser ou non cela? Donc c'est un régime, ils ont peur. Il suffit que Cavaignac dise je ne reconnais pas le gouvernement, et là on peut avoir un scénario à l'espagnol, à la Franco, plus tard. C'est-à-dire l'armée qui dit non, on ne veut pas de cette république, et on ne la reconnaît pas et on la renverse. Et d'ailleurs, 6 mois plus tard, c'est ce qui se passera avec les journées de juin, où il y aura un véritable massacre de la population, c'est les journées sanglantes de la population par l'armée, qui là estimera que ça va trop loin. Donc là, ils sont vraiment sur la sellette. En février, ils savent que s'ils vont trop loin, ils peuvent véritablement perdre la bataille et la révolution peut être enterrée. Donc ils sont conscients, Arago il est conscient de ce danger-là. Voilà. Alors maintenant sur la question de la colonisation. En fait, c'est un moment de bascule. Alors ça annonce, c'est vrai, un peu cet esprit civilisateur entre guillemets de Ferry, mais pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cette émancipation, contrairement à ce qui se passe avec l'Angleterre, elle permet d'accorder la citoyenneté. Ce qui n'est pas du tout le cas en Algérie, évidemment, et comme vous l'avez rappelé. C'est-à-dire qu'immédiatement, Schellcher fait envoyer des registres vides dans lesquels on doit enregistrer tous les anciens esclaves qui deviennent ce qu'on appelle des nouveaux libres. Et ils sont enregistrés, pourquoi ? Pour qu'ils puissent voter. C'est-à-dire que là, en 1848, ce n'est pas simplement une abolition de l'esclavage, ça va plus loin, c'est dire ces ex-esclaves sont des citoyens, ils sont nos égaux en tout point, absolument. Ce qui est très différent de l'abolition anglaise, où en 1833, on abolit d'abord par étapes, ce n'est pas une abolition immédiate, il y a un apprentissage, et où il reste quand même, en quelque sorte, des indigènes. C'est-à-dire parce que là, vous avez fait référence en fait au futur code de l'indigénat.
Donc il y a un traitement qui est un petit peu différencié et qui en 1848 incontestablement va très très loin, hein, va aussi loin que possible dans l'émancipation. Et vous avez raison de rappeler qu'il y a l'Algérie derrière, et là ça va être une toute autre histoire puisque le code de l'indigénat. C'est bien pour ça que ils resteront éternellement des territoires d'outre-mer ou des départements français et que le reste sera décolonisé aussi. Absolument. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui. Sur le statut les conditions de travail des nouveaux ouvriers dans les usines en ce milieu du 19e siècle, est-ce qu'on peut les rapprocher pour partie de celles qui étaient celles des derniers esclaves au moment de l'abolition? Est-ce que dans certains cas, les habitations où les propriétaires étaient les moins cruels, les plus humanistes, je ne sais pas comment les qualifier, étaient comparables à celles des usines où les patrons étaient les plus durs Est-ce qu'on peut tirer comme ça des équivalences Alors ça, c'est un débat qui est très épineux, hein, je le dis tout de suite, parce que c'est un débat qui a... D'ailleurs, il a été fait allusion dans le téléfilm, qui consiste à comparer la situation de l'esclave des colonies à l'ouvrier français. Or, c'est un argument qu'on peut entendre, hein, parce qu'en termes de conditions de vie matérielles, on sait que les conditions de vie des ouvriers étaient absolument terribles, notamment, je l'ai dit en cours il n'y a pas très longtemps, en Angleterre, hein, mais c'était le cas en Allemagne, en Alsace, etc. Et de ce point de vue, c'est incontestable, des ouvriers et des paysans français qui matériellement vivaient moins bien que certains esclaves des colonies. Maintenant, il faut bien avoir conscience que quand Pécou et les autres esclavagistes utilisent cet argument, c'est pourquoi? C'est pas pour améliorer la condition des ouvriers et des paysans français, dont finalement ils n'ont pas grand-chose à faire, mais uniquement pour justifier une approche prétendument libérale de l'esclavage. Donc c'est un débat qui a été vraiment biaisé, c'était un argument de colon en général, si vous voulez. Donc à manier avec grande prudence. Cela dit, on voit les ouvriers ici quand même. On les voit à un moment, c'est assez intéressant. Alors là, j'aurais un bémol quand même sur l'intervention, parce qu'on a l'impression que ces ouvriers parisiens ne voient pas l'intérêt de l'abolition. Et alors ça, c'est faux, hein, pour le coup, puisque au contraire, on voit que les ouvriers parisiens ont lancé une très grande pétition pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Ça a été un des grands mouvements qui montre que, en fait, l'abolitionnisme n'a pas été qu'un mouvement bourgeois, mais aussi a été un mouvement prolétaire. À Paris, en tout cas. Hein, ce qui n'était pas si évident que ça, parce que pour un ouvrier parisien qui avait vécu toute sa vie dans une usine, s'intéresser au sort de malheureux qui étaient à plusieurs milliers de kilomètres ou dans une région où il ne mettrait jamais les pieds, c'était pas si évident que ça. Donc il y avait quand même une prise de conscience de l'exploitation de classe, en fait, qui était très liée à l'émergence du socialisme, avec Proudhon, évidemment, hein, c'est le grand moment de Proudhon, de Louis Blanc, enfin, etc., de Blanqui, enfin, de tous ces révolutionnaires, ou alors de ces socialistes, tout simplement, avec le saint-simonisme aussi, on a des choses qui s'en approchent. Donc il y avait une conscience populaire d'une communauté quand même de sort, en fait. Hein. Donc ce n'était pas qu'un discours colon non plus qui visait à retarder l'esclavage, mais aussi un discours qui commençait à être popularisé. Voilà. Alors, j'avais une petite anecdote là-dessus que j'ai rencontrée dans des archives de Martinique, où on voit un esclave dans les années 1820, un esclave qui voit des matelots français et qui disent mais ces gens-là ne sont pas blancs. Alors il le dit en créole, ça n'est pas blanc, c'est nègres comme nous. C'est-à-dire que cette identification de cette solidarité de classe que j'ai évoquée pour les ouvriers parisiens, elle était aussi perçue chez des esclaves
de Martinique qui estimait aussi que finalement, être nègre, c'était avant tout être un exploité. Voilà, donc c'est un témoignage que j'avais trouvé extrêmement intéressant parce qui montrait que finalement, d'ailleurs, une culture politique, ça ne se construit pas nécessairement que dans les livres. Hein. C'est aussi une prise de conscience personnelle, individuelle, liée à son destin personnel. Donc ça, c'était quand même assez fascinant, je trouve, hein, pour ma part, de voir que finalement, cette prise de conscience de l'exploitation, elle transcendait, même chez ceux qui en étaient victimes, la barrière raciale qu'on voulait opposer systématiquement pour justifier les mauvais traitements ou tout simplement une condition infériorisée. Quelqu'un veut le micro ? Oui. Et sur cette abolition de l'esclavage dans les colonies, est-ce que les esclaves, au moment où ils deviennent libres, comment ça se passe pour retrouver du travail en fait? Comment le système économique, sur le coup, se remet en place? Et est-ce qu'on observe que les esclaves qui étaient les mieux lotis dans les habitations, comme ils en parlent d'ailleurs dans le film, je crois, ceux qui étaient dans les maisons auprès du maître, est-ce que eux accèdent à un niveau de vie supérieur? Est-ce que eux sont bourgeoises, on peut dire? Et est-ce que ceux qui étaient déjà les forçats dans les plantations restent, même s'ils ont beau être libres, est-ce qu'ils restent finalement à ce statut à travailler être des travailleurs de force? Cette abolition de l'esclavage, ça n'a pas été une révolution sociale, hein. Clairement. C'est-à-dire qu'on a quand même une reproduction assez large de la hiérarchie, parce que notamment, il n'y a pas d'accès à la terre. C'est ça qui est très différent aussi par rapport aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, il y a un continent entier à coloniser encore, hein, à la fin du 19e siècle, hein, après la guerre de sécession. En Martinique, en Guadeloupe, et même à La Réunion, qui est une île plus grande, toutes les terres, elles sont cadastrées, elles sont occupées. Donc il n'y a pas cette possibilité de s'installer comme petit paysan. C'est quand même possible, hein. Sur certains mornes, par exemple en Martinique, la région de Morne-Vert, près de la montagne Pelée, sont des régions où il y a eu une petite paysannerie qui s'est construite. Donc il y a eu en fait des choix très différents. Certains sont partis, justement, en ayant un petit lopin de terre, ou parce qu'ils savaient qu'ils avaient un oncle ou une tante ou un parent qui était libre et qui pouvait les accueillir dans une petite case, hein. Et ils sont partis de l'habitation, mais la majorité sont restés sur place. Parce que finalement, l'habitation, la plantation, c'est un petit village. On y a ses voisins, on y a ses habitudes, on y est né assez souvent. Et donc, quitter du jour au lendemain, c'est pas facile pour aller où? Vivre de quoi, hein? Donc il y a toute une série d'obstacles qui font que la majorité reste en attendant de voir. Et puis progressivement, certains vont quitter quand même ces habitations pour aller rejoindre les villes et grossir les villes. Fort-Royal, Fort-de-France par exemple, Saint-Denis, Pointe-à-Pitre, hein, sont des villes qui vont grossir assez vite justement de cette nouvelle petite paysannerie qui ne veut plus vivre sur les habitations. Voilà. Sans compter qu'il y a eu aussi une crise économique, hein, dans les années 1840-1850, l'économie coloniale étant perturbée, il y a un certain nombre de colons qui préfèrent même voir les gens partir parce qu'ils n'ont pas forcément de quoi les faire travailler tout simplement sur place. Voilà. Alors cela dit, ce n'est pas un sujet qui est très connu. Je pense qu'il y a des études à faire. Si certains veulent travailler en master dessus, je pense que c'est possible parce qu'il y a des registres d'individualité justement qui permettent de voir où les gens sont nés et où ils se déplacent ensuite dans les années suivantes. Donc on pourrait faire une petite histoire des migrations à l'intérieur comme ça des colonies, ça sera assez intéressant pour voir la proportion de ceux qui sont partis. Il n'y a pas de, à ma connaissance, d'études complètes encore dessus. Mais là, je vous ai donné les grandes lignes de ce que j'ai pu constater. Oui, en fait, je voulais dire juste, moi, je pense pas que ça soit que les anciennes personnes qui étaient en esclavage ne voulaient pas vivre dans la campagne.
Moi, je pense qu'après l'abolition de l'esclavage, il n'y avait pas eu, il y avait rien comme structure, comme infrastructure en fait de disposition pour que ces gens en fait puissent continuer à vivre en fait dans les campagnes. Et ça a continué justement 100 ans après quand il y a eu avec justement la même situation avec les écrivains comme Aimé Césaire et les fameux chantres de la négritude qui ont préféré justement l'assimilation culturelle et politique française à l'indépendance. Et on a vu, et justement je reviens par rapport à ce que monsieur a dit, il n'y a jamais eu d'abolition de colonies, il n'y a jamais eu de suppression de colonies par rapport en France, par rapport à ces îles-là. Donc ces îles sont changées en statut d'un territoire français, statut d'outre-mer, mais territoire français. Est-ce que ces territoires ont les mêmes, au niveau économique, ont les mêmes trucs qu'il y a à Paris, en Martinique ou à La Réunion? Non. Est-ce que ces territoires-là ont encore les mêmes infrastructures, les mêmes structures pour permettre en fait à ces populations de vivre comme un vrai Français ou une vraie Française? Non. Donc du coup, comment la France conçoit ces pays qu'on connaît même pas en fait, que la France ne connaît même pas. C'est des territoires français, mais ne connaît même pas. Ils sont là juste, ok, c'est des pays où on peut aller passer des vacances sous le soleil, tranquille. Mais les infrastructures, qu'est-ce qu'il y a? L'école, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien vraiment dans ces pays. C'est juste, ça reste encore des colonies, mais une autre forme de colonisation, une autre forme de, bon, pas esclavage, mais une autre forme de colonisation. Donc je suis d'accord au monsieur qui a dit, il n'a jamais eu justement, oui on a aboli l'esclavage, mais au niveau de colonisation, il n'a jamais eu de suppression de colonisation dans les territoires qui étaient dans les territoires esclavagistes français. Là vous pointez les questions du développement, hein, en fait. Comment ces territoires ultramarins, alors colonies ou pas, hein, voilà. Alors statutairement, c'est plus des colonies. Bon, après on peut dire qu'il y a encore un rapport colonial. Ça, oui. Statutairement, c'est plus des colonies. Statutairement, il y a des citoyens ultramarins qui ont les mêmes droits. Mais le droit et la réalité sociale et économique, c'est deux choses différentes. C'est ça que finalement, je pense que vous voulez dire. Non ? C'est-à-dire qu'entre le droit et la réalité sociale, il y a un écart. Oui, justement. Voilà. Tout à fait. Ça, effectivement, chacun sait qu'en termes d'éducation, en termes de développement, il y a des besoins considérables en Outre-mer. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ça, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais il y a quand même un certain nombre de services publics. Moi, j'ai été professeur à l'Université des Antilles, donc il y a quand même une université à La Réunion. Je connaissais bien Sud-El-Fuma notamment, peut-être que ça vous dit quelque chose, même si vous êtes de La Réunion. Voilà, donc il y a des infrastructures, pas forcément suffisantes, on en est bien conscient, et c'est un vrai défi, et qui produit des frustrations. En fait, c'est un peu la déception, souvent dans les territoires ultramarins, liée à la départementalisation, qui avait été réclamée par Aimé Césaire, justement, dont vous parlez, et qui ensuite, dès la fin des années 50, commence à être un peu, des années 1950, commence à être un peu remise en cause. Bon, voilà. Donc, alors que faut-il faire ou ne pas faire? Ça, je ne sais pas. C'est pas à moi de répondre. D'ailleurs, c'est en grande partie aussi aux citoyens ultramarins de chaque île de répondre s'ils veulent continuer à partager une communauté de destin ou pas. Il y a des avis très très diversifiés dans ces îles. Moi, je ne sais pas laquelle vous connaissez le plus, vous personnellement, mais bon, il y a un désir de développement, et puis après, la relation à la France est très variable d'un parti à l'autre, d'une génération aussi à l'autre. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'il y a de vraies attentes. Et j'avais une dernière question. Je ne sais pas si vous connaissez le cas d'Haïti, comme on parle d'esclavage et d'abolition de l'esclavage. Et Haïti, c'est le premier pays qui a eu son indépendance, justement, 42 ans
plus tôt. Donc c'était en 1800, 1804, 1803, 1804. Et par rapport à cette question d'indemnité, et après l'indépendance, pour reconnaître l'indépendance d'Haïti, la France métropole a décidé, a contraint justement, bon, pas que la France, avec l'Occident, les autres puissances occidentales, notamment les États-Unis, etc. Ils ont exigé à Haïti de payer les anciens colons une indemnité à la hauteur de maintenant qui vaut 2 milliards d'euros. Et malheureusement, on a payé cette dette. Donc jusqu'à maintenant, cette dette, c'est l'une des raisons pour laquelle que Haïti, en ce moment, est dans une situation économique grave depuis l'indépendance, quoi. Une situation économique grave, c'est parce qu'on avait payé cette dette. Et par rapport à cette... Je ne sais pas si vous connaissez en fait cette question de pourquoi on nous a contraints justement de payer cette dette-là et comment a été calculée justement cette indemnité-là. Oui, alors très rapidement, parce que ce que vous conseillerais essentiellement, c'est la thèse de Frédéric Beauvois dessus, qui a travaillé sur le sujet. C'est une juriste, une historienne du droit, qui a travaillé sur ce processus en fait d'indemnité, qui a été, alors, en fait, si on reprend les débats de l'époque, ça peut sembler un peu paradoxal, mais qui a été proposé par Pétion. Je ne sais pas si vous connaissez Pétion, c'était un des dirigeants de la République du Sud, pour essayer justement d'obtenir la reconnaissance internationale en tant qu'État indépendant. Attendez, c'était pas proposé par Pétion en fait. Alors sous la contrainte. C'était sous contrainte parce que quand il a décidé de proposer ça, en fait, de payer, il y avait combien de bateaux anglais et français dans les baies de Port-au-Prince, justement. Voilà, tout à fait, j'allais poursuivre. Donc, c'est-à-dire que les relations entre États sont toujours très dures. C'est je te donne, tu me donnes. C'est des relations de calcul, en fait, très largement. Et il est clair que si Pétion l'a fait, on ne se déleste pas comme ça de sommes conséquentes. C'était parce qu'il y avait la menace d'une reprise de contrôle et d'une nouvelle expédition, qui faisait que là, il y avait un danger potentiel. D'ailleurs, cette proposition, elle est faite en 1814-1815, précisément à un moment où la paix internationale arrive. Alors, l'Angleterre et les États-Unis, eux, sont en retrait là-dessus, sur cette question-là. Eux, ils considèrent que ça ne les concerne pas. De toute façon, ils ne reconnaissent pas, à ce moment-là, la République, l'indépendance d'Haïti. Alors, ils ne le reconnaissent pas, mais quand même, ils acceptent de faire du commerce avec. Donc c'est une semi-reconnaissance, vous voyez. Mais politiquement, évidemment, ils ne veulent pas le reconnaître parce que ça serait créer un précédent et reconnaître la légitimité, en quelque sorte, de la révolte. Voilà. Alors c'est vraiment une affaire entre la France et Haïti, et notamment la France de la Restauration. Alors encore une fois, ça a été étudié par Frédéric Beauvois assez bien. Donc là, on a les chiffres, les données, les versements, et effectivement, l'indemnité était beaucoup trop importante par rapport à ce qu'Haïti pouvait payer, et ça a créé des déficits financiers considérables qui ont d'ailleurs obligé à un rééchelonnement de la dette pendant des années et des années. Alors moi j'ai fait travailler une étudiante l'année dernière, Lauriane Saint-Queeny, en master sur cette question-là, et c'est très sur les colons du Périgord, parce qu'il y avait des Périgourdins qui étaient propriétaires d'habitations et donc qui les avaient perdus du fait de l'indépendance d'Haïti, et son travail a montré que en fait ceux qui s'étaient le plus enrichis dans l'affaire, c'était les banques. C'est-à-dire les banques qui avaient avancé la somme, puisque Haïti n'avait pas les moyens de payer cette somme, enfin une toute petite partie. Donc Haïti avait fait un prêt auprès de banques françaises, et ensuite à charge d'Haïti d'essayer de rembourser sa dette, ce qu'Haïti a pu faire en toute petite partie, parce qu'en fait, encore une fois, les sommes étaient trop élevées par rapport aux possibilités réelles de cet État. Et les colons, eux, certains d'entre eux, ceux qui étaient bien placés, qui avaient des relations, ont pu obtenir un petit peu d'argent, mais vraiment très peu par rapport aux propriétés qu'elles avaient perdues. Et puis les petits colons, eux, ont
pratiquement rien touché, et les sommes qu'ils ont touchées ont généralement à peine suffi à payer les frais de procédure de demande, parce qu'il fallait payer des avocats, des hommes de droit, etc. Donc là encore, il y a des résultats assez différents, en fait, en termes de ce qui a été touché, en fait, assez inégalitaire aussi. Les très grands colons, oui, ont touché de l'argent, les tout petits, non. Et d'une certaine façon, ça a effectivement ralenti la progression économique d'Haïti dans les années 1830, 1840, pendant plusieurs décennies. Oui, tout à fait. J'avais une petite question pour savoir, une fois le décret sur l'abolition passé, quelle était l'attitude des commandeurs et des maîtres ou des personnes qui géraient les habitations une fois cette procédure passée? Est-ce qu'il y a eu une étude sur des textes je vais y arriver, des textes de justice, entre guillemets, sur des passages en procès, sur la façon de traiter ces nouveaux libres, justement? Est-ce que les habitudes ont la vie dure, entre guillemets? Est-ce que ça a perduré? Si oui, longtemps? Est-ce que ça a été étudié ou non? Alors, vous voulez dire la question de la violence après l'abolition, hein? Alors, en principe, on ne peut plus. Les châtiments sont tout à fait interdits, hein, et donc ça serait des voies de fait. Hein, donc, on ne pouvait plus battre, etc. Alors, à ma connaissance, ça n'a pas été étudié. Il faudrait reprendre les éléments de justice. Les colons deviennent assez méfiants. Ils voient bien que désormais, ils ne peuvent plus agir de la même façon. Hein. Moi, j'ai lu un journal de colons, notamment, qui montre bien que, de toute façon, déjà avant, dès les années 1840, avec les lois Maco, notamment, les sévices en nombre de coups de fouet avaient été diminués, ensuite avaient été interdits dans un certain nombre de conditions. Donc, progressivement, les châtiments corporels avaient été jugés comme inconvenants, hein, dans un premier temps, puis progressivement illégaux, déjà avant l'abolition. Donc, après l'abolition, il n'en est plus question. Il n'en est plus question. Alors après, il peut y avoir des disputes, des coups, etc. Mais ça pouvait sembler assez paradoxal. Alors justement, je ferai juste un exemple. Dans ce journal de colons que j'évoque, qui est celui de Dessalles, il a un de ses anciens esclaves qui est devenu son domestique, et ils se promènent tous les deux dans Saint-Pierre. Donc lui et son ancien esclave, qui était devenu en quelque sorte son employé. Et cet esclave, cet ancien esclave, se fait insulter par un gendarme, enfin quelqu'un de force de l'ordre. Il y a une altercation. Et à ce moment-là, c'est l'ancien colon, donc Dessalles, qui porte plainte contre le policier blanc qui a maltraité son employé, qui est son domestique. C'est à ne plus rien comprendre, parce que là, on a une inversion totale du fait, c'est-à-dire l'ex-colon qui porte plainte contre des forces de l'ordre qui seraient censées, en principe, les protéger d'éventuelles mesures de rétorsion. Donc, bon, alors c'est un cas, évidemment, hein, mais c'est pour vous dire qu'à partir de 1848, dans les mentalités, les choses changent. Hein. Et si la réalité socio-économique est en grande partie identique, parce que ce sont toujours les grands colons qui ont les terres, hein, dans les mentalités, les choses commencent à évoluer. Alors, peut-être trop lentement, pas chez tout le monde, hein, mais il y a quand même quelques évolutions. Merci. Une dernière question. Par rapport à Haïti, déjà, je rebondis sur ce que vous venez de dire, le colon qui prend la défense. Donc, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et par rapport à Haïti, il y a aussi le travail de Thomas Piketty, qui justement travaille sur l'origine des inégalités. Il a, je ne sais pas si c'est le fait d'être au contact d'étudiants haïtiens, parce qu'il travaille beaucoup avec Haïti. Et il rappelle que Saint-Domingue était la colonie la plus lucrative au monde. Donc perdre Haïti, c'était amputer les caisses de l'État français. Et c'était plus de 52 millions de francs or à l'époque qu'ils ont dû rembourser jusqu'en
1952, quelque chose comme ça. Il y avait 52. 1804, 1952, il rappelait que c'était le chaos, mais c'est normal en fait. Les inégalités ont une origine et ne pas les voir. C'est pour ça que peut-être que j'aime plus me retrouver en Angleterre parce qu'il y a moins d'hypocrisie par rapport à la réalité matérielle en fait. On parle de ce qui fâche. Et ce qui fâche, c'est le nerf de la guerre et c'est l'argent. Et en France, c'est encore tabou de parler d'argent. Et c'est ça qui, le cœur du problème, c'était le problème économique. Il le disait dans le film. J'ai été à un colloque, un nouveau regard sur le passé colonial à Paris avec Benjamin Stora, Achille Mbembe. Et c'était très beau, des très belles paroles comme on le reprochait à Schulcher. Mais personne ne parlait d'argent. Et on se demandait pourquoi les États-Uniens, pourquoi les Anglais étaient plus en avance que nous, les Français. Et il n'y a pas un économiste qui est invité, il n'y a pas un juriste qui est invité. Donc on peut... moi, en tout cas, à mon niveau, si on pose pas les bonnes questions, on résoudra jamais les vrais problèmes. En tout cas, en France. Oui, non, mais justement, notre débat est là aussi pour ces films-là pour faire naître ces débats. Après, question d'avance, de retard d'un État à l'autre. En fait, chaque État a eu une histoire très particulière vis-à-vis de la colonisation. En retard parfois, en avance pour d'autres. Je dis tout à l'heure, c'est vrai que les États-Unis sont les derniers pratiquement à avoir aboli l'esclavage, mais le dernier État, c'est quand même le Brésil. Et vous parliez d'angle mort, souvent c'est un angle mort, c'est-à-dire que le Brésil, c'est l'État où il y a eu le plus d'esclaves qui ont été transportés d'Afrique, très largement. Et c'est là où l'exploitation a été la plus massive en nombre de personnes et en intensité. C'est pour faire un petit pas de côté et non pas pour étendre le débat sur le Brésil, puisque ça nous pousserait trop loin. Mais oui, mais effectivement, ce sont des questions qu'il faut toujours avoir. Alors après, sur les comparaisons avec l'Algérie, moi je serais un petit peu plus prudent, méfiant, parce qu'on peut faire des comparaisons, mais le comparatisme en histoire, ça nécessite d'être fait de façon très fine, pour éviter, parce que des fois ça peut être stimulant, puis des fois ça peut créer des explications qui apparaissent séduisantes dans un premier temps, mais qui ne le sont pas. Alors vous faites peut-être allusion à des choses tout à fait... et Benjamin Stora, évidemment, est un très grand spécialiste de l'Algérie. Mais en général, les gens qui sont spécialistes de la colonisation de l'Algérie ne sont pas du tout de l'espace colonial français. Il y a quand même, c'est vrai, une rupture qui est académique aussi. Moi, je ne connais pas du tout l'Algérie, je ne peux pas du tout en parler. Et inversement, les spécialistes de l'histoire de l'Algérie, généralement, ne connaissent pas celle des Antilles et de la Caraïbe. Bon. Je vais devoir écourter Alors, on aurait beaucoup de choses à dire, notamment sur des oubliés qui sont actuellement. Il y a beaucoup de politiques de reconnaissance, un petit peu partout, en France, mais ailleurs dans le monde aussi. Et on a des gens comme Auguste Lacaussade et Périnon, ces métis libres, parfois politiciens, gouverneurs d'îles comme la Martinique. Et donc, on ne pouvait pas quitter ce débat sans redire un mot à leur propos. Et donc, voilà, je vous remercie, M. Cousseau, pour votre intervention. C'était très intéressant. Et moi aussi, je vous remercie pour votre invitation, pour ce choix de film qui est très intéressant et pour les questions du public. C'est toujours un plaisir de voir que c'est un sujet qui intéresse les jeunes générations. Voilà, merci à vous. Et donc, nous nous retrouvons maintenant le 13 décembre pour un autre film sur les droits civiques, puisque nous allons aborder la question du manifeste des 343, qui a été un des événements fondateurs de la loi Veil, en fait, sur le droit à l'avortement. Sachez que nous allons, en présence de la réalisatrice, exactement, Valérie Jourdan, qui vient de Paris spécialement, qui va faire l'aller-retour dans la journée, pour présenter et répondre à nos questions. Et on va faire un podcast avec l'audio, et on va essayer, c'est en travaux en ce moment, les podcasts des premiers films, mais on va essayer de mettre ça rapidement sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci d'être venus aussi nombreux.